Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre le terrorisme présentée comme une priorité absolue pour installer la stabilité en Afrique par le président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État algérien s'est exprimé à ce sujet lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Vous l'entendrez dans cette édition. Les assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale maintenues en octobre prochain à Marrakech, un acte de résilience pour le Maroc et de solidarité de la part de la communauté internationale après le séisme meurtrier du 8 septembre. Et 4 sites rwandais font désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une décision historique pour le pays des 1000 collines marqué à vie par le génocide des Tutsis qui a fait au moins 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Mais tout d'abord en Centrafrique, l'ancien président François Bozizé est chef en exil de la principale coalition rebelle, Coalition des Patriotes pour le Changement, CPC, a été condamné ce jeudi 21 septembre à des travaux forcés à perpétuité par la justice centrafricaine, condamné par contumace avec une vingtaine de co-accusés, dont 2 de ses fils. L'ex-chef de l'État a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, assassinat, complot et rébellion. Ce jugement ne précise ni les crimes ni la période concernée. Pour rappel, François Bozizé s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles. Depuis 2013, la Centrafrique est déchirée par un conflit opposant différentes coalitions de groupes armés. Également dans l'actualité, au moins 9 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'une attaque perpétrée ce 21 septembre dans le nord-est du Ghana par des individus armés non identifiés. Les assaillants ont tiré sur 2 véhicules qui transportaient des commerçants qui se rendaient à un grand marché au Togo. Une enquête a été ouverte pour tenter d'établir les causes de cette attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Cette embuscade survient dans une période de tension communautaire, tension qui profiterait aux groupes djihadistes présents dans la région selon les récentes déclarations faites par le ministre ghanéen de la Défense. L'Algérie est l'une des principales puissances militaires en Afrique, mais pas que. Le pays est aussi expérimenté en matière de médiation internationale et de lutte contre le terrorisme. D'après le président Abdelmadjid Tebboune, une expérience que le chef de l'État algérien s'est dit prêt à partager face à l'insécurité et aux crises politiques qui sévissent dans la région du Sahel. C'était le 19 septembre lors de son allocution à la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Plus de détails avec Philomène Tine. Lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, une priorité pour le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien se dit inquiet de la situation au Sahel soumise à l'instabilité et aux groupes terroristes. À la tribune des Nations Unies lors de la 78e session de l'Assemblée générale le 19 septembre 2023 à New York, le chef d'État algérien a indiqué que son pays est disposé à partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Sur la région du Sahel et du Sahara, cette région qui voit son développement reculer et qui vit une situation de famine, sans parler des répercussions du changement climatique, ce qui aggrave l'instabilité et alimente les groupes terroristes qui font de cette région un sanctuaire pour leurs activités criminelles. Dans ce contexte, l'Algérie n'épargnera aucun effort pour soutenir le développement dans la région. Le gouvernement algérien a adopté une approche multidimensionnelle pour lutter contre le terrorisme, combinant des mesures de sécurité robustes avec des politiques de développement socio-économique. À cet effet, le pays coopère étroitement avec d'autres pays et organisations régionales et internationales dans la lutte contre le terrorisme, notamment sur le continent africain. La 16e session extraordinaire de l'Union africaine qui a eu lieu à Malabo
Nous avons donc présenté un rapport sur les développements de la menace terroriste en Afrique et les mécanismes pour y remédier. Un rapport qui passe en revue un certain nombre de mécanismes pratiques afin de renforcer la lutte contre le terrorisme en Afrique. Dans le cadre de la résolution des conflits en Afrique, précisément au Mali et au Niger, Abdelmajid Tebboune cherche à apporter son soutien à des solutions politiques négociées et appelle à la vigilance face aux risques d'interventions militaires étrangères, lesquelles pourraient entraîner des répercussions dangereuses sur la sécurité de toute la région sahélienne d'Afrique. C'est un acte de résilience après le séisme qui a touché le Maroc le 8 septembre et qui a fait près de 3000 morts. Les assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale auront bel et bien lieu à Marrakech du 9 au 15 octobre. Cette déclaration a été faite par la directrice du FMI le 18 septembre. Les précisions de Marcel Kouassi. Au Maroc, les assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se tiendront comme prévu du 9 au 15 octobre 2023 dans la ville de Marrakech, après l'annonce faite par la directrice du Fonds monétaire international le lundi 18 septembre 2023 du maintien de la tenue des assemblées générales des institutions de Bretton Woods dans la ville ocre. Les autorités marocaines y voient un signal fort de solidarité et de confiance envers ce pays d'Afrique du Nord. Cela permettrait également de rassurer les marchés émetteurs étrangers sur la capacité du pays à rebondir après le violent séisme. C'est un signal fort de solidarité et surtout de confiance envers notre pays, car du 9 au 15 octobre, les regards du monde entier seront tournés vers le Maroc, ce qui représente une opportunité en or pour le tourisme, notamment dans le contexte difficile qui a suivi le séisme. La ville de Marrakech et la province Al Haouz ont été sévèrement touchées dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 par un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, faisant plus de 3000 victimes. Cette décision du maintien des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale est pour de nombreux analystes une aubaine, une opportunité de promotion et de revitalisation de la destination Maroc. Cela est une aubaine pour le Maroc dans un contexte de crise. Cela va non seulement permettre au Maroc de pouvoir se reconstruire petit à petit et aussi d'attirer pas mal de touristes et de hauts fonctionnaires. On sait que pas moins de 14 000 personnes sont attendues, donc cela va permettre de relancer le tourisme et en tout cas de toujours garder une belle image du tourisme marocain et de continuer à faire de la destination Maroc une destination d'attractivité. Selon les autorités du royaume, plusieurs partenaires tour opérateurs ont choisi de maintenir leur programmation vers le Maroc. Plusieurs actions ont été engagées pour redynamiser les régions touchées, notamment le budget prévisionnel consacré au programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées annoncé par le roi Mohamed VI pour un coût global estimé à 120 milliards de dirhams et rétablir rapidement la croissance que connaît le secteur du tourisme depuis 2022. Le président rwandais Paul Kagame a récemment annoncé qu'il allait être candidat à un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue en 2024. Les intentions que l'opinion lui prêtait sont donc confirmées. Le scrutin présidentiel devrait être synchronisé avec les élections législatives telles qu'annoncées en mars dernier par le gouvernement rwandais. Le point avec notre correspondant Frater Ndiakaïsenga. C'est une déclaration qui n'a pas beaucoup étonné. Le président Paul Kagame a révélé qu'il sera candidat aux élections de 2024 au Rwanda. Ce sera son 4e mandat à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est qui a réalisé des progrès significatifs en matière de développement ces dernières décennies, avec à sa tête Paul Kagame. Il se dit heureux de la confiance que lui témoignent les Rwandais et qui les servira tant qu'il le pourra. Lorsque vous me faites confiance, comme aujourd'hui, et cela dure depuis longtemps, il y a deux choses que je ressens. Être heureux de servir et quelque chose d'autre qui est différent. Quelque chose qui s'accompagne d'une dose de culpabilité. Je me sens redevable. Paul Kagame n'avait jusqu'à présent pas ouvertement exprimé ses intentions. Il a été reconduit au pouvoir avec plus de 90% des voix lors des élections de 2003, 2010 et 2017.
C'est vrai qu'il y a un débat partout dans le monde pour le genre de gouvernance du président Kagame, mais si tu regardes bien, de tels présidents révolutionnaires sont souvent considérés par les populations comme des diamants du leadership et donc il est difficile de les laisser aller sauf si c'est lui qui décide de partir pour des raisons personnelles. Ancien chef rebelle, Paul Kagame est le leader de facto du pays depuis la fin du génocide contre les Tutsis en 1994. En avril 2023, Paul Kagame a été réélu président du Front patriotique rwandais FPR, parti au pouvoir. Selon mon observation, le président Kagame a géré plusieurs dossiers trop lourds qui ont mis le pays à un niveau jamais vu dans l'histoire et donc il est difficile de lui trouver un remplaçant pour le moment. S'il est réélu en 2024, il pourra alors avoir le temps de finir son travail de gestion de ces dossiers lourds qui lui restent. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis l'an 2000. En 2015, il y a eu changement de constitution qui a diminué le nombre d'années par mandat de 7 à 5 ans. Ce changement permet également au président de se représenter en 2029 pour un 5e mandat de 5 ans. 4 sites rwandais font désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'annonce a été faite le 20 septembre sur le site internet de l'organisation onusienne. Cette décision historique a pour objectif de contribuer à garder en mémoire les massacres perpétrés contre l'ethnie Tutsi entre avril et juillet 1994, un génocide qui a fait au moins 800 000 morts. Plus de détails avec Marcel Kouassi. Au Rwanda, les sites du génocide et les cimetières de la Première Guerre mondiale sont classés au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Les sites de Nyamata, Murambi, Gisozi et Bisesero au Rwanda figurent désormais sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon les autorités rwandaises, la décision permettra de sauvegarder la mémoire collective et de prévenir les génocides. Cette décision historique contribuera à sauvegarder la mémoire, à contrer le déni et à renforcer les efforts de prévention du génocide à l'échelle mondiale. L'intégration au patrimoine mondial de l'UNESCO des 4 mémoriaux commémorant le génocide au Rwanda, durant lequel au moins 800 000 personnes ont été massacrées, confère, selon plusieurs analystes, plus de visibilité et de respectabilité à ce pays d'Afrique de l'Est en matière de consécration de la mémoire des morts. Nous avons là une consécration d'un long, profond, studieux et fastidieux travail de mémoire que ce pays a voulu faire, a tenu à faire, au-delà du pèlerinage, déjà qui annuellement rassemble beaucoup de personnes pour se souvenir de ce génocide. Je crois que le pays va très probablement devenir un exemple, si vous voulez, pour ce qui concerne le travail de mémoire, pour ce qui concerne l'archivage des temps historiques, pour ce qui concerne, si vous voulez, la magnificence et le rappel à tous les peuples, à tous les dirigeants du monde, particulièrement africains, parce que le travail de mémoire, nous le faisons très peu. Selon une récente étude, près de 30 ans après le génocide, plus de 30% de la population vit encore hantée par ce choc. Le pays d'Afrique de l'Est, comptant près de 15 millions d'habitants, assure renaître de ses cendres, alors qu'environ 60% de la population est âgée de moins de 25 ans. L'éducation et la formation de la jeunesse sont des priorités du gouvernement. Le Cameroun accueille depuis ce 21 septembre son premier salon international de l'industrie pharmaceutique. Plus de 1100 participants issus d'une vingtaine de pays sont réunis à Yaoundé jusqu'à ce samedi 23 septembre pour échanger autour du développement de l'industrie pharmaceutique locale. Notre correspondant Séverin Douque nous en dit plus.
L'Afrique abrite 17,2% de la population mondiale en 2020, mais seulement 3% de la production pharmaceutique mondiale avec 375 fabricants dans 37 pays africains. Selon l'Union africaine, 99% des produits consommés sur le continent sont importés. De bien tristes statistiques qui appellent à plus d'initiatives pour améliorer l'accès aux médicaments sur le continent. C'est dans ce sillage que s'est ouvert le 21 septembre 2023 dans la capitale camerounaise le premier salon international de l'industrie pharmaceutique, des fournitures et équipements médicaux, le Pharma Expo 2023. Le rendez-vous vise à renforcer les capacités d'innovation pharmaceutique en Afrique, mais aussi promouvoir un débat inclusif sur l'impact de l'industrie pharmaceutique sur l'économie des pays et leur développement. Alors, en tant que laboratoire pharmaceutique fabricant, cet événement est très important puisque c'est l'occasion de rencontrer les acteurs de la santé du Cameroun, mais également de l'Afrique. Et cet événement également va nous permettre, en tant que laboratoire fabricant, de pouvoir jeter les bases du développement de l'industrie pharmaceutique locale. Dans ce rendez-vous, il sera question de discuter des classes thérapeutiques, de l'accessibilité même, c'est-à-dire qui dit accessibilité dit mise à la disposition des populations de médicaments de qualité, mais à moindre coût. L'industrie pharmaceutique en Afrique a une tendance à se développer surtout sur les sous-secteurs distribution et commercialisation. En effet, selon l'OMS, l'Afrique consomme 40% de la production mondiale de médicaments. Malgré des actions engagées pour améliorer l'accès aux soins sur le continent, l'on assiste à la prolifération des médicaments d'origine et de qualité douteuse dans les circuits de distribution. Selon les données officielles, 30 à 70% des médicaments en circulation, selon les pays africains, seraient de la contrefaçon. Une situation dont la conséquence est d'amplifier les problèmes de santé publique avec une augmentation des cas d'intoxication, de maladies du foie, du cœur et des reins. Pour pallier à la situation, les autorités africaines tirent la sonnette d'alarme et multiplient des actions de sensibilisation. Le secteur pharmaceutique de toute la région de l'Afrique centrale, et notamment du Cameroun, est en proie d'une dégradation exponentielle, faisant ainsi appel à un ressaisissement de tous, et non seulement des pharmaciens. Le commerce de faux médicaments est un triple crime, à savoir crime de sang, crime économique et crime contre les efforts de la science, car les médicaments sous-standards et sous-dosés contribuent au développement du phénomène dangereux de la résistance aux antimicrobiennes. Le Pharma Expo 2023 a réuni 1100 experts de l'industrie pharmaceutique d'Afrique, dont du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou encore du Maroc, avec une vision commune, le développement du secteur pharmaceutique en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.